Donc on va en venir aux assises du transport aérien qui pour le coup sont vraiment très franco-françaises. C'est quoi l'enjeu? Alors, franco-française, oui, effectivement. L'enjeu, ça serait qu'elle ne soit pas franco-française. Parce que ça serait une terrible erreur que de vouloir, même très réducteur, d'avoir une vision très franco-française des choses. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient tendre à faire à ce que ça soit comme cela. Mais je pense qu'il faut savoir lister les problèmes. Il y en a plusieurs. Et j'ai évoqué tout à l'heure l'aspect social et fiscal des choses, parce qu'il est nécessaire d'avoir une certaine harmonie au sein de l'Europe en termes de coûts sociaux, en termes de fiscalité, parce que c'est de là que commence la vraie problématique du transport aérien français. Donc on en est où là? C'est l'absence de compétitivité à cause des coûts sociaux. Ça, c'est fondamental. Et c'est pas Marc Rochet qui va me démentir, puisqu'il a été le premier à pourfendre justement cette situation. Le deuxième point qui va plus loin dans les assises, et là, parce qu'on ne vienne pas nous parler de la compétitivité des transporteurs par rapport aux autres compétiteurs. Il y a... on parlait de globalité tout à l'heure. Que je sache, le transport aérien est régi par des règles OACI qui ont été édictées en 1944 avec la Convention de Chicago et qui a déterminé ce qu'on appelait les libertés de l'air. Donc les libertés de l'air font que on a liberté pour voler un peu partout dans des conditions bien déterminées et ce qui souligne justement la globalité du transport aérien. Donc on ne peut pas limiter le débat des assises au simple territoire français, ce qui serait une erreur monstrueuse à mon avis. Maintenant, il y a des sujets qui sont très importants parce qu'ils ont des répercussions économiques, ils ont des répercussions non seulement pour les compagnies, mais plus, ça va même au-delà des compagnies, c'est des répercussions économiques pour l'économie française en général, pour les déplacements commerciaux, pour beaucoup de choses. L'aspect du maillage aéroportuaire est un aspect important. Est-ce que ça sert d'avoir X dizaines d'aéroports en France, dont la moitié sont particulièrement improductifs? Donc déjà, ce premier point. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'envisager un rééquilibrage des intérêts économiques entre les aéroports et les compagnies? Parce que les aéroports, aujourd'hui, maintenant, et ça d'ailleurs, sa transposition sur les aspects de privatisation, maintenant, un aéroport qui devrait être l'outil au service d'une économie soit régionale, soit nationale, eh bien, l'aéroport est maintenant au service d'intérêts purement financiers. Je t'interromps juste là. Donc là, ce que je perçois derrière ta question, enfin ton intervention, c'est l'aéroport est un centre de profit qui dessert les compagnies aériennes. Il ne dessert pas, mais il n'y a pas de juste... c'est pas équitable. Pas équitable parce qu'en fait, quand on utilise un aéroport, on utilise un aéroport pour avoir un service. Et un service, en général, il doit être facturé en fonction du coût justifié. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que quand on voit l'exemple de l'aéroport de Paris qui est placé dans l'enveloppe de la fameuse APE, l'Agence de participation de l'État, qui est une pompe à finances absolument fantastique, qui dégage des profits énormes, et ces profits énormes vont au bénéfice de l'État, 60% des cas, et ne sont jamais reversés. Ils sont jamais reversés pour financer d'autres installations. N'oublions pas que le transport aérien est la seule industrie au monde qui finance intégralement son outil de travail et ses modes de fonctionnement, sans apport extérieur de l'État.
sans un centime de l'État. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont peut-être vous intéresser. Ce qui concerne les redevances purement aéronautiques du service de circulation aérienne, vous avez 2 milliards. C'est le budget de l'aviation civile actuelle. Ces 2 milliards, ils sont intégralement financés au centime par les compagnies aériennes et leurs clients. Quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Les investissements des aéroports sont intégralement financés par les compagnies aériennes. C'est quand même 1,5 milliard tous les ans. Donc on a quand même de quoi justifier un juste retour sur investissement en quelque sorte, parce que quand on voit les taux d'EBITDA, que ce soit de Nice, d'aéroport de Paris, on est à 40%. Les EBIT des transporteurs aériens IATA en 2017, 8,3%. Au moins, vous voyez la différence. Il y a quelqu'un qui tire son épingle du jeu. Mais là j'ai une question. Bon, on parle des assises du transport aérien en France. Est-ce qu'en Allemagne, est-ce qu'en UK, il y a ce genre de problématique? Est-ce que les compagnies aériennes se sentent les parents pauvres de l'économie du travel et du tourisme dans vos pays respectifs? Moi, le sujet qui nous irrite, c'est quand même cette double caisse chez ADP que tu n'as pas mentionné de façon explicite. Je n'ai pas terminé mon exposé. Mais bon, je réserverai peut-être pour plus tard. On a tout l'après-midi. Non, mais c'est vrai qu'on a des problématiques en France. Les assises du transport aérien sont quand même faites au départ pour que le transport aérien français défendre ses intérêts. On est d'accord. Voilà. Hein, c'est ça l'enjeu. On est d'accord. C'était votre préambule. Oui, ça peut paraître légitime. Mais absolument. Et en tant que citoyenne, j'adhère. Maintenant, je pense qu'il y a des problématiques qui sont partagées absolument par tout le monde. Il y a la 261/2004, c'est-à-dire ce règlement européen qui nous quand même qui nous oblige à indemniser fortement les passagers, quel que soit le montant du billet à quitter. C'est-à-dire que nous, quand on vend un billet à 80 €, on est quand même obligé de dépenser 250 € pour les indemniser dès qu'on a du retard. Ça ne se passe qu'en Europe? Alors ça, c'est le règlement européen. Ça ne se passe qu'en Europe. Absolument, c'est le Un règlement passager européen. américain sur une compagnie américaine qui rencontre le même problème n'a pas le... Non, mais c'est un sujet important parce que c'est un sujet discriminatoire. Je dis bien discriminatoire. Pourquoi ? Parce que le 261/2004, article 3, puisqu'on peut en parler... Ça devient pointu, les amis, ça devient pointu. Non, mais ça intéresse tout le monde, ça. Fait qu'on est dans une situation un peu déséquilibrée, un peu unique. On va parler d'un pays qui n'est pas européen, des États-Unis, vers la France. Présent. Alors, au départ de l'Europe, quelqu'un qui prend un transporteur américain est assujetti à la loi européenne. C'est-à-dire que s'il a un problème en France, 261/2004, il doit indemniser. Alors, c'est pas 250 dans ce cas-là, c'est 600. Parce que c'est la distance. Mais ce même passager qui revient des États-Unis, s'il prend un vol Air France et qu'il a un problème, il sera indemnisé. S'il prend un vol américain, il ne sera pas indemnisé. Parce que ça échappe à la loi européenne. Alors là, il y a une grosse incongruité qui est parfaitement inacceptable. Inacceptable dans le sens où c'est tout le monde ou c'est personne. Mais alors, comment vous luttez parce que bon, les assises, les blabla, les... Vous voulez la petite histoire? Allez, Muriel, du croustillant. La petite histoire, c'est qu'un jour, la commissaire européenne chargée du transport aérien, c'était une espagnole d'ailleurs à l'époque, je ne donnerai pas son nom, mais enfin on peut la retrouver, a eu un problème. Et du coup, elle a fait pondre ce fameux règlement. Voilà la petite histoire. Parce que oui, voilà. Donc, on peut comprendre qu'effectivement, quand on ne donne pas le service, quand il y a une irrégularité quelconque, on soit amené à faire face à ces engagements, y compris en indemnisant le client qu'on n'a pas satisfait. Ce qui est moins acceptable,
mais malheureusement, la Cour de justice européenne a été beaucoup plus loin par rapport au règlement européen parce qu'elle a créé une jurisprudence. Et cette jurisprudence, elle est terriblement contraignante pour les compagnies aériennes parce que vous avez un incident technique, eh bien non. Vous ne pouvez pas être exonéré parce qu'il fallait faire attention à l'entretien de vos avions. C'est la fameuse jurisprudence à l'Italia Valentine. Vous avez un problème en l'air parce qu'il y a un moteur qui tombe pas rond. Eh bien, vous retournez. Vous êtes condamné. Il y a une grève, eh bien vous avez intérêt à bien démontrer que cette grève avait un caractère imprévisible, irrésistible, etc. Parce que sinon vous êtes condamné. Et il y a même un peu de neige qui se passe quelque part et que vous êtes bloqué. Vous êtes condamné parce que vous n'avez pas su. Donc, arrive à un moment donné, il faut savoir aussi tracer une ligne d'équilibre entre les droits du consommateur et les devoirs du producteur. Donc, en 2 mots, mais vraiment, mais juste 30 secondes, les assises du transport aérien, les 4 priorités, qu'est-ce que c'est? Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Si c'est le point de vue des compagnies aériennes... Des compagnies aériennes, je veux dire. On est toujours en train de pleurer en France, c'est vrai, il faut le dire, que nos compagnies ne sont pas compétitives, qu'elles se heurtent à des normes sociales qui sont absolument discriminantes par rapport à Norwegian. Mais pourquoi nos compagnies, par exemple, ne vont pas créer du Londres-San Francisco, du Düsseldorf, Pétaouchnok, peu importe. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Ben non, parce qu'elles n'ont pas la taille pour le faire. Voilà, le problème des compagnies françaises, pour beaucoup de compagnies françaises, c'est un problème de taille, de dimension critique, pour être compétitif. Or, nous avons actuellement, c'est pas une critique, c'est une observation que je fais. Vous avez actuellement 32 compagnies françaises répertoriées qui font du trafic commercial. Et elle représente, si on exclut bien entendu le groupe national, qui représente 95% de cette activité, elle représente Epsilon dans le montant total des passagers travaillés en France, entre guillemets. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'une compagnie qui fait 500 000 passagers a la taille critique pour pouvoir prétendre à jouer un rôle mondial? Voilà la question. Je ne parle pas d'une compagnie qui fait 500 000 passagers. Je pense à British Airways, par exemple. Mais je peux prendre l'exemple des Lufthansa aussi. Je ne voulais pas. Allez, allons-y. Si on parle de la concentration dans notre chaîne d'intégration de valeur, c'est voilà, les aéroports, ils sont sur place, ils ont un monopole sur place. Donc ils peuvent finalement, si la demande est là, ils ont une ampleur de décider des conditions plus ou moins libres. Après, il y a des règles et des lois, c'est clair. Des compagnies aériennes, il y a des milliers. Donc, Lufthansa, je pense, le groupe aujourd'hui, on a un petit peu plus que 800 avions. Et dans le monde, si on regarde notre part de marché, c'est largement en dessous de 10%. Donc, si on fait une comparaison avec une autre industrie, la pharma par exemple, les grands joueurs dans la pharma, ils ont des parts de marché de 40, de 60%. Donc là, ils imposent des choses. Les compagnies aériennes, ils subissent. On n'est qu'un petit joueur. Après, vous dites que nous, on pleure. Je ne vois ça pas comme ça, mais c'est factuel. On est dans une situation qu'on a un rayon d'action qui est assez limité. Et finalement, dans beaucoup de cas aussi, on devient la balle entre la politique, pas seulement en Europe, mais aussi dans des autres enjeux globaux. Et on ne peut pas toujours décider tout ce qu'on veut. Et il y a beaucoup de sujets, il y a la fiscalité, il y a les conditions d'aéroport, il y a beaucoup de sujets qu'on nous, en tant que compagnie aérienne, on ne maîtrise pas. Mais il faut s'adapter, il faut décider est-ce que sous les conditions qui sont sur place, on exploite cette route ou pas. Mais on ne peut pas maîtriser ou imposer les conditions qui nous rentabilisent un certain service. Il y a aussi le ciel unique européen. Ciel unique européen parce que la France a une grande responsabilité dans la promotion de l'accomplissement du ciel unique européen. Le fameux César, Single European Sky.
C'est un projet qui a démarré en 2004. On est en 2017. C'est un projet qui n'est pas abouti. Parce que c'est difficile. On a je ne sais combien de centres d'exploitation aéronautique en Europe. Je vais donner un exemple, et je pense qu'Evelyne ne va pas me contredire, parce qu'elle a eu il n'y a pas longtemps encore une frayeur concernant la grève du Sud-Est, qui pouvait affecter Chambéry. L'année dernière, on a connu, parce que 2017 a été l'année des records. A été des records, on a eu 5-6 records. Le premier record, c'est le record du nombre de passagers transportés dans le monde, plus de 4 milliards. Deuxième record, c'est le pourcentage d'augmentation du trafic en France, plus 6%. On n'a jamais connu. Le troisième record, c'était le groupe Aéroport de Paris qui a dépassé les 100 millions. Ça en fait des records. Ça, je sens que tu aimes ce record-là. Et le quatrième record, c'est qu'on a eu le plus grand nombre de grèves en France au mois de mars, avec 5 jours de grève, le record européen des grèves qui ont coûté des milliards à l'Union européenne en termes de coûts, pas de coûts directement compagnie, mais en termes de PIB par rapport à l'économie européenne. Donc voilà tous les records que nous avons eus. Et je pense qu'à partir du moment où la France est une espèce de nœud gordien du transport aérien en Europe, parce qu'on ne peut pas aller du nord au sud sans passer par la France. Donc il y a une responsabilité de la France pour faire en sorte que le ciel unique soit un ciel qui fonctionne et qui soit performant. Et ça doit rentrer dans les assises aériennes. Donc ça, c'est objectif numéro 1. C'est un des objectifs. Objectif numéro 2. Parce que j'ai pas eu ma réponse. L'objectif numéro 1, c'est les coûts sociaux, et la fiscalité. Donc ça, coûts sociaux, fiscalité, on est bien d'accord que ça, et les relations... ça dépasse cette commission. C'est vraiment... Mais on peut en parler. Mais oui, j'imagine que vous devez Alors, en parler. il y a un troisième objectif, ou un troisième thème, c'est l'environnement. L'environnement, parce que sincèrement, on n'en peut plus de la pression environnementale, alors que le transport aérien, une fois de plus, est la seule industrie qui a créé, sous l'égide de l'OACI, une norme, plus qu'une norme, un objectif qui s'appelle CORSIA, le Carbon Offset Reduction International Aviation, et qui tend à la neutralité, à la croissance neutre du carbone en 2020. C'est demain matin. Quelle industrie a fait ça, et tout en la finançant? Parce qu'on va le financer, cela. Donc, il n'y a pas beaucoup d'industries qui l'ont fait. Deuxième élément, en France, plus particulièrement, c'est le coût de l'indemnisation des riverains. Parce qu'on est quand même dans une situation un peu quasi schizophrénique. Les aéroports sont construits et les gens viennent se mettre à côté des aéroports. Et après, il faut les indemniser, il faut les insonoriser, etc., etc. Bon, sauf à Nantes, on peut en parler de Nantes, hein, mais bon, non, je vais pas le sujet... Et là, je pense à nos amis distributeurs. Oui. Vous connaissez le coût d'une amende à Roissy de la CNUSA, qui est l'organisme qui s'occupe de défendre les riverains. Si vous dépassez le couvre-feu, 40 000 €. D'accord ? Par 40 000 €. Donc quand vous vendez 78 sièges à 80 €, faites le calcul. Ouais. Combien ça nous coûte? Quand je vous dis on croule sous les charges, que l'héberger des clients, etc. je suis pas sûre. Et la vente. Je suis pas si sûre. Non, mais le sujet va un peu au-delà. Tu as raison de le signaler. C'est exorbitant. C'est exorbitant, mais 40 000 €. Mais on voulait d'ailleurs, le président voulait 80 000 €, le président de la CNUSA. Ce qui est, c'est une manière de mettre en faillite, mais parce qu'on oublie un peu trop la réalité économique de ce qu'est le transport aérien. Mais on dépense, on encaisse avec la taxe de la nuisance sonore aéroport, on encaisse plus de 47 millions par an, qui sont payés par les compagnies, pas par les passagers, par les compagnies, pour insonoriser. Et, grosso modo, on est en 2 tiers, 1 tiers entre Charles de Gaulle et Orly, parce que Charles de Gaulle mérite moins d'insonorisation, parce que ça a été quand même créé un peu ex nihilo, malgré que maintenant, il y a du monde qui est venu autour. Et à Orly, on insonorise. Mais malgré cela, on a la pression, et j'essaye de peser mes mots.
devant les oukases, pour ne pas dire les fatwas des associations de riverains qui n'en peuvent, qui n'ont qu'un mot à la bouche. Il faut détruire le transport aérien parce que c'est insupportable. Je comprends qu'il y a des problèmes de santé, je comprends qu'il y ait des nuisances, mais à partir du moment où on a mis l'argent pour faire en sorte que les gens soient insonorisés, eh bien, on peut avoir, pas dire la conscience tranquille, mais au moins fait notre job. C'est-à-dire, et une fois de plus, non seulement on paye nos investissements, mais on paye les conséquences de nos exploitations. Donc, sur ce point-là, et ça va être un des sujets, à mon avis, qui va être un des sujets les plus aigus lors des assises du transport aérien. Alors, ça c'est le troisième point. Je fais juste une parenthèse avant le quatrième. Michael, Evelyne, on a les mêmes problématiques en Allemagne, en Grande-Bretagne ? Finalement, je pense que les enjeux en Europe sont plus ou moins les mêmes. Je reprends peut-être un point qui est pour nous quelque chose qui marche très bien en Allemagne, et c'est le travail qu'on fait avec l'aéroport de Munich. L'aéroport de Munich, pour nous, c'est un projet depuis beaucoup d'années, qu'on a un partage de 40% à l'aéroport de Munich, qu'on développe ensemble à l'aéroport de Munich. Et on essaye vraiment de positionner cet aéroport en tant qu'aéroport Lufthansa, si vous voulez. Ce qui est aujourd'hui, et d'ailleurs l'aéroport de Munich, dans le ranking Skytrax, c'est le seul aéroport en Europe qui est considéré comme aéroport 5 étoiles. Et là, on a une coopération qui est très bonne, où nous, on a la main là-dessus et on peut maîtriser la direction dans laquelle l'aéroport se développe. D'accord. Après, tous les autres sujets que Jean-Pierre vient d'évoquer, je pense que c'est l'Europe finalement, et c'est assez standardisé, et je ne vois pas des grandes différences entre l'Allemagne et la France. Donc ça, c'était le point numéro 3. Je vous interromps parce que là, de l'autre côté, à la régie, ça fume. Il y a de la fumée partout. Le point numéro 4 en une seconde. J'avais demandé 4 points. Donc, social, environnemental, sécuritaire aéroport. Et le maillage aéroportuaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on a les 5 points. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Enfin, moi, de ce que je retiens de cette conversation, c'est que optimisme, NDC, les GDS vont s'adapter, les distributeurs vont s'adapter aussi, tout le monde va gagner plus d'argent. C'est un petit peu ce que je retiens de ça. Le Brexit, vous vous inquiétez pas trop. Moi, je demande à voir. Franchement, je demande à voir. Non. Moi, je ne conclurai pas par on s'inquiète pas trop. Oui. Que c'est C'est prématuré que de c'est dire pas maintenant dans... ce que ça Enfin, va c'est donner. prématuré. Moi, je vois ça à 1 an et demi. Pour moi, c'est pas prématuré. Donc, c'est inquiétant. Ce que je trouve que votre discours est assez flippant. C'est ma perception à moi. C'est pas tout à fait ce qu'on a dit. Non, mais c'est ma perception. C'est-à-dire que on est un peu dans le brouillard. Ça va continuer, mais on ne sait pas comment ça va continuer. De toute façon, on n'en sait rien. On ne peut pas contrôler. Et on ne peut pas contrôler. Et les assises du tourisme, sur les 4 points évoqués par Jean-Pierre. 5. Bon courage, j'espère que ça va le faire. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Et au prochain numéro pour de nouvelles aventures. Merci à tous de nous avoir suivis. Et au prochain numéro pour de nouvelles aventures.